Donc, l'enregistrement est débuté. Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 8 juin 2020. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2019. 4.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de mai 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2020. 5.2, achat du système de sonorisation complet pour la fontaine de la Fondation Lambert, affectation du surplus non autrement affecté de la Ville. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 11 et 25 mai 2020. 6.2, adoption du règlement numéro V585 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Point numéro 7, législation, correction, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat de service professionnel pour l'étude géotechnique, écologique et caractérisation environnementale, phase 1 et 2, dans le cadre des travaux de remplacement de l'intercepteur Sainte-Anne et l'augmentation de la capacité du poste de pompage principal. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure, DM 20002, 435 route 138. 8.2, demande dérogation mineure, DM 20003, au 1235 rue Notre-Dame. 8.3, demande dérogation mineure, DM 004, au 461 rue Notre-Dame. 8.4, PIA espaces commerciaux, construction d'une terrasse commerciale pour le bâtiment commercial situé au 270 rue de l'Église. 8.5, PIA, Vieux Donnacona, installation d'une enseigne numérique au LED sur la façade gauche du bâtiment principal situé au 270 rue Notre-Dame. 8.6, PIA ensemble historique des écureuils, réfection complète et l'agrandissement de la galerie avant du bâtiment situé au 950 rue Notre-Dame. 8.7, PIA Vieux Donnacona, installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 174 avenue Saint-Jacques. 8.8, PIA ensemble historique des écureuils, agrandissement de la galerie arrière du bâtiment patrimonial situé au 985 rue Notre-Dame. 8.9, PIA Vieux Donnacona, rénovation complète des galeries avant du bâtiment situé au 306-308 rue Notre-Dame. 8.9, PIA Vieux Donnacona, rénovation complète des galeries avant du bâtiment situé au 306-308 rue Notre-Dame. 8.10, programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 306-308 rue Notre-Dame. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une coordonnatrice du service de garde du camp de jour. 9.2, embauche des employés étudiants pour la période estivale 2020 pour les besoins du camp de jour. 9.3, embauche d'un préventionniste au service de l'urbanisme. 9.4, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire permanent. 9.5, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire permanent. 9.6, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire permanent. 9.7, embauche d'un préposé au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire temporaire. 9.8, embauche d'un préposé au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire temporaire. 9.9, rejet du GRIEF 2020-2021 concernant l'application des plans de contingence des activités de la Ville mises en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Point numéro 10, autre sujet, 10.1. Près de la Maison de la Culture, Georges Hébert Germain, à l'organisme Collation Santé Portneuf,
dans le cadre de la distribution de paniers alimentaires. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles 12.1. Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire temporaire. Est-ce qu'on a d'autres points pour les affaires nouvelles, M. le DG? Non, de mon côté, je n'ai pas de points en affaires nouvelles. J'en ai pas de mon côté non plus. Parfait. Non. Au niveau du conseil? Non. Parfait. Alors, on continue avec le point numéro 13, qui est le dépôt des documents. 13.1, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019. 13.2, liste de correspondance de mai 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Je propose. M. Paquin. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Pagé. Point numéro 3, première période de questions. M. DG, est-ce que nous avons des questions? Oui, donc, comme le prévoit là, justement notre fonctionnement, les citoyens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi pour soumettre des questions. On en a reçu une venant de M. Jean-Guy Barbeau. Donc, la question de M. Barbeau, donc, selon le document Planification stratégique 2020-2024, ajouté sur le site de la Ville le 12 décembre 2019, une prévision de population y est inscrite. Quels sont les paramètres méthodologiques employés pour une prévision de population de 8 922 en l'an 2031? Je vais vous laisser répondre à cette question, M. DG, mais je veux juste avant que vous répondiez à la question, je veux juste dire quelque chose à M. Barbeau. Les chiffres qui sont proposés, ce n'est pas la firme Germain Léveillé et Associés qui les ont sortis. On se base vraiment sur des faits et vraiment des groupes qui nous produisent des chiffres qui sont vraiment étudiés et bien apportés en prévision de nos futures provisions. Alors, M. le DG, si vous voulez bien répondre à M. Barbeau. Oui, en effet. Donc, le chiffre de 8 922, il est ressorti dans un premier temps d'un chroniqueur économique qui s'appelle M. René Vézina, qui est bien connu à travers le Québec. M. Vézina a eu l'occasion de venir faire une présentation qui a eu lieu dans le cadre d'une journée des gens d'affaires organisée par le Centre local d'emploi et les chambres de commerce. Ça a eu lieu en novembre 2018. Donc, M. Vézina venait faire une présentation et avait préparé justement une planification avec justement ses prévisions, avec différents facteurs qu'il avait pu évaluer, comme il l'a fait pour d'autres régions. Et lors de sa présentation, justement, à la ville de Donnacona, on avait une augmentation entre 2009 et 2031, une augmentation de 21,6 % de prévu. Donc, ce qui nous amenait à une population de 8 922. On est parti de ce chiffre-là et le chiffre a été corroboré lors d'un récent rapport qui a été émis par la communauté métropolitaine de Québec avec les zones d'influence municipale. Donc, ça, c'est un rapport qui a été remis au ministère des Affaires municipales en novembre 2019, donc c'est tout récent. Et à l'intérieur des prévisions, il y avait une prévision 2026. Donc, on voit qu'on est un peu à mi-chemin. Et la prévision 2026 amenait la ville de Donnacona à 8 550 citoyens. Donc, par rapport à aujourd'hui, c'est une augmentation de 16,5 %. Il faut quand même se rappeler qu'entre 2009, où on était 5 736, et 2020, où on est 7 337, c'est une augmentation de 27,9 %, une des plus élevées de la MRC de Portneuf pour la même séquence de 11 ans. Donc, la prochaine séquence de 11 ans nous amènerait à l'augmentation de 8 922. Donc, c'est à partir de ces chiffres-là qu'on a pu établir et indiquer dans notre planification stratégique dans le but de justement planifier nos projets à venir. Donc, c'est avec ces indicateurs-là qu'on a pu établir notre planification. Parfait, merci pour la réponse, M. le directeur général. On n'a pas d'autres questions? Non, c'était la seule question qu'on avait pour la séance de ce soir.
Parfait. Alors, on va passer au point numéro 4, présentation assemblée publique. 4.1, présentation du rapport financier au 31 décembre 2019. Alors, Mme Isabelle Denis pour nous faire la présentation. À vous le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Léveillé. Bonsoir M. Germain. Bonsoir les conseillers, conseillères. Je vais me présenter pour la population. Isabelle Denis du bureau Bédard-Guilbeault. Je suis nouvelle dans la ville de Donnacana en tant qu'associée responsable, mais pas nouvelle dans le domaine municipal ni chez Bédard-Guilbeault. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. Puis ça me fait plaisir de me joindre à vous en remplacement de José Leclerc. On s'entend que préalablement, ultérieurement, le rapport financier a été présenté de façon détaillée à M. le maire, au directeur général ainsi qu'aux conseillers. Donc, ce soir, pour fin d'approbation, c'est la version sommaire de l'information financière. Comme M. Germain m'a expliqué, la population va avoir accès aux documents. Donc, je vais tenter de vous guider pendant ma présentation pour qu'on puisse suivre. Mais ce soir, c'est quand même une présentation abrégée. Donc, pour fin de présentation aux conseillers qui vont y avoir accès, je vais partager le visuel de la présentation. Donc, à ce moment-là, dans le sommaire de l'information que vous avez, on va aller à la page 2. La page 2, c'est le sommaire des résultats. Dans le fond, c'est les revenus et dépenses ainsi que les conciliations fiscales de la Ville pour l'année 2019. La première colonne, c'est la réalisation de l'année dernière dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, c'est votre budget adopté pour l'année 2019. Et la troisième colonne, c'est votre résultat de l'année 2019. Les deux dernières colonnes servent à consolider la régie de gestion des matières résiduelles. Donc, ce soir, on va s'attarder à la troisième colonne, les résultats de l'année. Donc, au niveau des revenus reliés au fonctionnement, on termine l'année avec, à la ligne 1, un 12 878 000 de revenus. On en avait prévu 12 154 000, donc il y a quand même une hausse considérable. La hausse la plus marquée, c'est au niveau de la vente des terrains qui s'élève à plus de 500 000 $. À la ligne 2, on a les revenus qui sont spécifiques au projet d'investissement. On en avait prévu 5 056 000. On en a au réel 7 457 000. Ils sont principalement liés aux subventions pour le centre aquatique ainsi que le don des promoteurs immobiliers Aube-sur-le-Fleuve. Donc, au total, on a pour 20 335 000 de revenus de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2019. À la ligne 4, on a les charges totales pour les activités d'opération. Les charges totales s'élèvent à 13 664 000. On en avait prévu 13 110 000. Il y a eu des hausses principalement au niveau du déneigement ainsi qu'aussi au niveau d'une fuite au réservoir d'eau potable qui s'est réglée pendant l'exercice, qui fait en gros les grosses variations. Donc, ce qui fait qu'on a un excédent déficit de l'exercice de 6 670 000 avant ajustement. À la ligne 6, on vient soustraire nos revenus d'investissement car on est dans l'état de fonctionnement. Dans les lignes 8 à 13, on a nos éléments de conciliation à des fins fiscales. À la ligne 8, on vient retrancher l'amortissement qui est de la présentation. À la ligne 10, on a notre remboursement en capital de la dette à long terme qui s'élève à 729 000 pour l'exercice. On a aussi des affectations des activités d'investissement, c'est-à-dire du financement de nos immobilisations pour 1 124 000. On a aussi de l'affectation d'excédents accumulés à la ligne 12 pour 617 000. On a dit tout à l'heure à la ligne 4 qu'on avait des dépenses pour notre fonctionnement qui étaient plus élevées cette année. Bien, en gérant les dépenses non prévues au budget, le Conseil a utilisé des surplus, des excédents affectés pour pallier à ces dépenses non prévues-là sur la ligne 12. Puis, on a des autres éléments de conciliation pour 58 000. Donc, on voit la dernière ligne de la page 2 que pour l'année 2019, la Ville termine avec un excédent de 882 000. L'année dernière, on était à 257 000. Le gros du montant, on l'a spécifié tout à l'heure, c'est au niveau de la vente des terrains cette année qui a été très élevé. Particulièrement, il y a eu un terrain d'une valeur importante de disposer.
Puis, on a aussi des projets d'investissement qui ont été reportés à des années ultérieures. Puis, à l'interne, la Ville gère ces montants-là en affectant les montants qui étaient prévus pour des projets particuliers dans le futur. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'état des activités de fonctionnement. À la page 3 qui suit, on a dans la section du haut l'état de la situation financière qui se compare pour une entreprise au bilan avec ses actifs passifs. Dans la première colonne, on a l'année dernière. Dans la deuxième, on a notre année courante. On ne passera pas toutes les lignes. Ce qui est intéressant de spécifier, à la ligne 7, d'abord, on a nos dettes à long terme qui s'élèvent à 14 714 000. Il était à 13 millions l'année dernière. Donc, on a eu une nouvelle dette pendant l'année pour financer le projet de l'hôtel de rénovation de l'hôtel de ville. Puis, ce qui est significatif, à la ligne 12, on voit qu'au niveau des immobilisations, on en a quand même pour 67 686 000. Donc, c'est quand même le niveau d'endettement, il n'est pas significatif en lien avec les investissements de la Ville. Ensuite, les données importantes aux lignes 15, 16, 17. On a d'abord à la ligne 15 les excédents de fonctionnement non affectés accumulés qui s'élèvent à 997 000. On a aussi les excédents de fonctionnement affectés à des fins précises pour 1 128 000, qu'on voit plus bas dans le détail à la ligne 32, la composition de notre 1 128 000 qui est pour des projets futurs que la Ville a décidé d'affecter les montants pour le futur. Et à la ligne 17, on a des fonds réservés de règlement d'emprunt pour 15 899. C'était les informations, dans le fond, importantes à signaler au niveau de la situation financière. Dans la section du bas, comme je mentionnais, à la ligne 32, des lignes 23 à 29, on a le détail des principaux projets d'investissement futurs qui sont quand même minutieusement suivis par la Ville projet par projet. Donc, on en a quand même pour 1 128 000 de projets déjà prévus pour le futur. À la page 4, à la page suivante, ce qui est intéressant sur la ligne 1, c'est l'endettement à long terme de l'administration municipale. À la page subséquente, on a parlé au niveau du bilan que la Ville avait pour 14 714 000 de dettes à long terme. Et quand on parle d'endettement net, c'est que la Ville elle a une dette, elle a des projets à venir à financer, qui aura des emprunts futurs, mais elle a aussi beaucoup de créances à long terme du gouvernement à recevoir en lien avec ces dettes-là. Donc, sa dette nette est de 10 millions. Dans la section du centre, des lignes 3 à 10, justement, dans la composition de la dette à long terme, ce qu'il faut faire attention à cet endroit-là, c'est que ce tableau-là est consolidé, donc il inclut les données de la régie. Mais ce qui est intéressant dans le chiffre de la ligne 1, le 10 millions, je vous mentionnais qu'il y avait une partie de la dette qui est assumée par des subventions, des transferts du gouvernement. On a le montant à la ligne 7 de 6 204 000, dans le fond, qui est l'assumation du gouvernement de la dette de la Ville. Donc, c'est les informations importantes. Dans le tableau du bas de la page 4, dans le fond, c'est le sommaire. On a vu à la première page les revenus totaux. Ici, on a le détail par principale fonction des revenus de fonctionnement d'investissement. Donc, c'est plus pour fin de consultation future. On ne fera pas le tour. Puis, à la page suivante, à la page 5, c'est un peu le même principe. C'est les différentes dépenses par grande fonction de la Ville. On les a vues au global en mentionnant les grandes variations, mais pour fin de consultation, ça peut être utile pour la population. Donc, ce document-là, sommaire, fait quand même le tour des informations importantes pour la prise de décision. Donc, moi, de mon côté, je ne sais pas, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, si l'information vous convient ou s'il y a des informations complémentaires à ajouter. Hein?
De mon côté, je vois que vous avez vraiment fait le tour des éléments essentiels. Je pense que l'important, c'est de rappeler justement aux citoyens l'année 2019 qu'il y a eu un excédent de 882 000, principalement dû, comme vous l'avez dit, à la vente de terrain qui était substantielle, plus élevée que ce qui avait été prévu au départ. Et le fait que notre endettement net est de 10 millions, justement, parce qu'on a environ, justement, pratiquement 6 200 000 de créances du gouvernement qu'on finance, qui nous rembourse, mais quand même, donc la vraie dette de la Ville étant de 10 millions 16, là, donc ça nous place dans une excellente position financière, je pense, là. Oui, effectivement, c'est un peu la conclusion. C'est ma première année avec la Ville, mais je trouve quand même qu'au niveau de l'année, au niveau du cumulé, la Ville est en très bonne situation. Puis aussi, pour avoir travaillé avec les gens, travaillé dans le dossier, ben, le dossier est quand même très bien étoffé. Puis on voit que le travail est fait avec rigueur, puis les suivis sont complets. Fait que, il y a comme l'année qui vient de passer, il y a un bon suivi rétroactif de fait, puis on voit qu'il y a quand même une planification future déjà prévue. Donc, c'est un très beau dossier. Super. Puis je pense on peut se permettre de pouvoir remercier, nous, notre directrice des services administratifs, Mme Alain, Mme Julie Alain, Mme Nancy Boivin, là, qui est adjointe à la trésorerie, qui ont travaillé à la préparation du dossier, Mme Denis, évidemment, et tous les gens de chez Bédard-Guilbeault là, pour la préparation de l'audit et le travail qui a été fait et la présentation de ce soir. Donc, merci bien de votre collaboration et de votre travail dans notre dossier. Ben, parfait, ça me fait plaisir. Merci, Mme Denis. Je vous souhaite une bonne fin de conseil et une bonne continuité. À l'année prochaine. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée, Mme Denis. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bye bye. Alors, on va poursuivre avec le point numéro 4.2, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mai 2020. Alors, moi, de mon côté, le 1er, le 5, le 15 et le 28 mai, j'ai assisté à la commission de développement économique de la MRC. On avait une enveloppe de 1,2 million pour des aides financières à des commerces de la MRC qui étaient affectés par le COVID. Et puis, moi, je faisais partie du comité de sélection pour accorder les aides financières. Et puis, on a eu 84 demandes exactement. Et puis, sur les 84 demandes, je dirais qu'il y en a environ 79, je crois, qui étaient acceptées. Et sur les 79, je peux vous dire qu'il y en a 6 commerces de Donnacona qui ont été acceptés dans les demandes. Maintenant, j'ai assisté également le 6, le 13, le 20 et le 27 mai également à l'unité des loisirs et des sports de la capitale nationale. On a une à toutes les semaines. C'est surtout plus une mise à jour ou une mise au point des nouveaux points du côté des sports qui nous changent pratiquement à tous les jours, à tous les 2 jours. Alors, c'est une mise à jour qu'on a quotidiennement à chacun des semaines. Le 12 juin, j'ai participé, oui, à la signature pour l'acquisition officielle de la Caisse populaire des Écureuils avec Maître Chignac et Maître Dion. Le 19 juin, j'ai demandé de participer au comité de service d'incendie de la MRC parce que notre chef incendie, il nous a fait savoir qu'il y avait une inquiétude avec la nouvelle arrivée de l'équipe de décarcération de Pont-Rouge qui venait s'installer, que lorsqu'ils vont faire appel, pour être certain au niveau du 911, il fallait bien regarder la distance et à quelle heure, surtout que s'il y avait un accident dans le secteur de Neuville, ça demeurait toujours Donnacona qui était le plus proche disponible pour offrir le service et non Pont-Rouge, malgré que le kilométrage est peut-être un peu plus court, mais il fallait prendre en ligne de compte la circulation ou l'heure de la demande était déposée. Ça a été bien reçu du côté de la MRC. Et puis, ils vont ajuster le carte. Et là, ça demeure au niveau des maires qui sont touchés par le nouveau remaniement. C'est eux qui doivent faire la demande
ou produire le remaniement au niveau du 9 en 1. Le 20 décembre, j'ai assisté un comité de travail au niveau de la MRC. Le 27, c'était la pelletère officielle d'une entreprise ici qui passait dans notre parc industriel à Silcotec. C'est la pelletère officielle pour un agrandissement pour un coût de 1,2 million en investissement. Le 28 mai, j'ai assisté à une conférence de vidéo au niveau de l'UMQ pour les villes de centralité. Et puis, la présidente de l'UMQ, elle faisait partie de la conférence. C'était elle qui présidait la conférence. C'est Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie. Le point principal qui a été discuté lors de cette rencontre-là, c'était surtout de s'assurer avec les commissions scolaires de la gratuité des locaux qui étaient utilisés pour les camps de jour, parce que ce n'était pas le cas dans toutes les municipalités. Et puis, elle voulait s'assurer que le message était bien passé, qu'il y avait une entente avec le gouvernement et le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille et de tout, et les municipalités, comme quoi qu'il n'y a aucun frais qui devrait être encouru pour les locaux, pour les camps de jour. Et puis, le 29, j'ai fait un tour de piste symbolique avec M. Vincent Caron, notre député, pour le relais pour la vie. Et en même temps, M. Caron en a profité pour faire une remise d'un chèque de 10 000 au relais pour la vie. Alors, ceci complète mes activités pour le mois de mai, M. le directeur général. Oui, donc merci bien, M. le maire. Donc, dans le rapport mensuel, là, comme on le fait à chaque mois, là, un bref résumé de chacun de nos services. Donc, au niveau de la direction générale, bon, de mon côté, là, évidemment, c'est le suivi avec les directeurs de tous les projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2020. On a la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on est déjà à 3 mois déjà de fait avec monsieur Bussière. Ça se passe bien. On a eu de bonnes rencontres et M. Bussière, justement, jusque sa période de probation va se terminer à la fin du mois d'août prochain. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Évidemment, depuis le 13 mars, il y a beaucoup de travail en lien avec toutes les mesures demandées par le gouvernement. Dans un premier temps de confinement, dans un deuxième temps de déconfinement. Donc, c'est un peu de gérer tout ça en compagnie là, des différents directeurs. Donc, autant la préparation des mesures physiques que la préparation du plan de rétablissement des activités, la mise en place de tout ça, le suivi de certaines demandes de commerçants qui ont également été traitées principalement au mois de mai dernier en lien avec la COVID-19. Donc, la préparation, évidemment, notre responsable des communications fait du gros travail pour préparer tous les communiqués de presse, les mentions qu'on fait, l'affichage qu'on met un petit peu partout. Et on est sujet à l'échanger régulièrement, tout dépendamment des décisions qui sont prises et des recommandations qui sont émises par la direction de la santé publique et par notre gouvernement. On a eu plusieurs échanges avec la Sûreté du Québec en mai avec les dossiers qu'on pourrait appeler les dossiers chauds à Donnacona. Donc, nos conteneurs semi-enfouis tout près du relais de la Pointe-aux-Écureuils, de l'ancienne église de les Écureuils. Le parc des Berges, suite à son déconfinement, un point d'observation quand même qu'on tient régulièrement avec tant nos préventionnistes, la Sûreté du Québec, le chemin de la rivière, un peu la même chose, avec tous les efforts qui sont mis de ce côté-là, le quai des Écureuils, les sentiers près du bassin d'épuration, ce sont des lieux là, qu'on fait des vérifications. Malheureusement, il y a du vandalisme qui est présent, donc on doit intervenir, tenter de trouver des nouvelles façons de faire pour pallier à tous ces épisodes de vandalisme-là. Et évidemment, en mai, c'était la préparation de la prochaine saison estivale avec la collaboration entre la Sûreté du Québec, leurs cadets, un peu du même principe que nos préventionnistes, mais il y a quand même 4 cadets sélectionnés par la Sûreté du Québec qui, eux, vont patrouiller l'ensemble de la MRC de Portneuf
Donc, évidemment, ils ne pourront pas être partout en même temps, mais de notre côté, on a 3 préventionnistes, lesquels s'ajoutent ces effectifs-là, en plus des patrouilleurs réguliers de la Sûreté du Québec. Donc, on a une stratégie avec eux là, pour être en constante observation de certains lieux plus chauds chez nous. Le 27 mai dernier, on a reçu une bonne nouvelle de l'acceptation de notre demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale en eau, le FIMO. Donc, c'est une somme, on avait demandé une somme de 1 200 280. On a reçu la somme de 1 million. En fait, on a reçu la lettre de promesse qui allait nous être, qui était confirmée là, en lien avec nos travaux de réfection de rue qui se poursuivent pour la rue Sainte-Anne, la rue Lamotte, entre autres, et avec notre jumelé, avec notre programmation de la taxe sur l'essence, de la TECQ, on va être en mesure de pouvoir venir refaire faire les infrastructures, faire un prolongement de réseau pour plusieurs propriétaires là, qui, depuis des décennies, attendaient justement le long de la route Sauvageau d'être desservis. Donc, c'est ce qui va être fait là, à partir de 2021. Évidemment, en lien avec la COVID, j'ai eu à suivre plusieurs formations à distance, ce qu'on appelle des webinaires, des séances d'information sur la situation de la pandémie, que ce soit par l'Union des municipalités du Québec, par la CNESST, par l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec, par Service Canada, un paquet de paliers là, qui est un peu comme l'ensemble des directeurs, là, plusieurs séances de formation et d'information également pour se tenir à jour sur tout ça. Au niveau de notre service du greffe, on va recevoir justement le rapport de Maître Gignac là, dans les prochains jours, mais quand même, il y a eu la préparation des séances du 11 et 25 mai, du travail en lien avec le règlement qui décrète une dépense et un emprunt pour procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. On va en reparler un petit peu plus tard ce soir. Et M. Gignac a pu m'assister là, pour toutes les différentes mesures et les réflexions qui ont en lien avec justement la COVID-19 et tout le confinement et le déconfinement que je vous parlais tout à l'heure. Au niveau de notre service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, bon, au-delà de la poursuite de l'intégration de notre nouveau directeur, il y a eu la poursuite de la mise en place du développement du centre aquatique, donc des opérations du centre aquatique. Donc, bientôt, il y aura l'affichage des postes, donc les gens peuvent se tenir aux aguets. Bientôt, les postes de moniteurs, justement, tous ces postes-là, des postes étudiants, donc moniteurs, sauveteurs. Il va y avoir justement des affichages très bientôt. La construction a repris depuis le 11 mai. Ça va très bien. D'ailleurs, M. le maire et moi avons eu le privilège de pouvoir aller faire une visite guidée avec notre directeur des services techniques, M. Paré, il y a pratiquement une semaine, pour voir l'évolution des travaux et ça avance très bien. Donc, le tout devrait nous être livré là, vers la fin octobre environ. Là. Donc, évidemment, toutes les décisions qui ont été à mettre en place avec la COVID, donc, suite à la fermeture de différents plateaux, l'arrêt de plusieurs activités, mais par la suite, ça a été de gérer la réouverture des parcs, la réouverture des modules de jeu. Donc, on est un peu dans tout ça. Le déconfinement des parcs de quartier, du parc canin, du jardin communautaire. Donc, on suit de façon graduelle, au même type que ce que le gouvernement et la direction de la santé publique nous ont recommandé. Donc, on est encore à l'intérieur de ce créneau-là de réouverture graduelle. Là. Donc, il y a des réflexions qui se font quotidiennement à ce sujet-là. Il y a eu plusieurs discussions au niveau du service des loisirs en lien avec l'organisation du camp de jour. Jusqu'à maintenant, on est en date de ce matin, on était à 236 inscriptions à notre camp de jour. Donc, on voit que c'est un taux qui approche les 70 % de fréquentation de notre chiffre de l'an dernier. C'est un chiffre qui peut se corroborer au chiffre qui a été vécu par l'École La Saumonière pour l'accueil des élèves au primaire. Donc, nous, avec la décision du gouvernement la semaine dernière de revenir au ratio régulier au niveau de l'organisation des groupes et avec le nombre de moniteurs, d'ailleurs, on fait l'embauche de plusieurs officiellement ce soir. Je vous dirais qu'on est dans une bonne position actuellement pour desservir l'ensemble des demandes qu'on reçoit des parents. Donc, il n'y a pas de parents qui se sont vus refuser une place au sein de notre service de garde.
Donc, évidemment, c'est de gérer les locaux. Donc, notre département des loisirs, avec notre coordonnatrice, Mme Sabrina Fizet, a eu du gros travail à faire à ce niveau-là, trouver les locaux, voir les mesures à mettre en place. Le camp de jour qui va débuter le 22 juin, donc dans exactement 2 semaines, jour pour jour. Il y a eu la réouverture de notre bibliothèque municipale avec nos préposés, encore là, notre responsable aussi, toutes les mesures respectant les directives de la santé publique avec le prêt sans contact, qui a quand même un bon succès depuis la réouverture il y a pratiquement 1 semaine et demie environ de mémoire. Donc, ça se passe très bien. Les gens collaborent bien, les citoyens collaborent bien. Donc, du beau travail de fait par nos préposés, notre responsable de la bibliothèque, Mme Rabier, à l'intérieur de tout ça. Beaucoup d'échanges d'informations au niveau des loisirs avec les différentes fédérations sportives d'équipes collectives, donc le baseball, donc Baseball Québec, Soccer Québec, avec les associations régionales. Donc là, on a vu depuis la semaine dernière, là, et ça, à compter d'aujourd'hui, il peut y avoir une reprise des entraînements au niveau collectif en respectant les mesures. Donc, évidemment, il y a eu plusieurs échanges à ce niveau-là. Et parallèlement à tout ça, ben, au niveau des loisirs, c'était une période où on avait un processus important de sélection de nos nouveaux préposés qu'on avait besoin au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, donc des nouveaux postes permanents en lien avec justement le bâtiment, évidemment, avec toutes les tâches qui s'ajoutent, avec notre aréna, les parcs, le centre aquatique. Donc, on confirme le tout un petit peu plus tard aujourd'hui par résolution. Et finalement, ben, il y a des planifications d'activités, une certaine programmation différente de ce qu'on a connu, mais au niveau de la fête nationale, donc les citoyens vont voir là, prochainement là, quelle sorte d'activité pourra être prévue en respectant ce qui est demandé par notre gouvernement. Donc, même chose pour des activités de Zumba, de yoga pendant la période estivale au Parc des Anglais, des animations croque-livre à la bibliothèque. Donc, des choses notre service des loisirs a dû faire preuve de créativité pour s'ajuster à tout ça. Donc, c'est ce qu'ils ont fait principalement au mois de mai dernier. Au niveau de la Cour municipale, il y a eu 133 constats qui ont été saisis au mois de mai, dont 23 des constats qui sont originaires de la ville de Donnacona. Donc, ça représente 31 constats en mai. Et la statistique veut qu'il y ait 54 de l'ensemble des constats qui ont été émis pendant le mois de mai dans les 8 villes, en plus des routes numérotées là, qui sont gérées par la Cour municipale de Donnacona. 54 ça touchait la circulation et 26 c'était pour la loi sur les véhicules hors route. Donc, les policiers ont fait du travail justement avec ce qu'on appelle les VHR, les véhicules hors route. Donc, il y a eu du travail de sensibilisation en amont. Et là, il y a eu des constats qui ont été émis justement récemment. Au niveau de notre service des communications, bien évidemment, toute la communication en lien avec la pandémie, la COVID, ça demande énormément de travail au niveau de notre responsable des communications. On est quand même rendu à 2685 abonnés de notre page Facebook, ce qui est une excellente nouvelle. On voit l'énorme progression et ça facilite drôlement les choses pour transmettre rapidement et que ce soit diffusé dans les demeures, dans les propriétés de la ville de Donnacona, donc avec la vitesse de ce qu'on connaît des réseaux sociaux. Donc, la majorité des actions en termes de communication, ça a été des communiqués de presse, des contenus sur nos enseignes numériques, la création de visuels, d'informations pour nos parcs, des informations via le camp de jour également, la mise en page sur notre site Internet des projets 2020. On parlait tout à l'heure, la question de M. Barbeau à la période de questions au niveau de la planification stratégique. Bien, nos projets 2020, avec la présentation PowerPoint qui a été préparée par notre responsable des communications, a quand même été vue au-delà de 2200 visionnements. Donc, il y a eu plusieurs créations photos sur notre page Facebook également de Mme Vallière. La mise en lien des séances du conseil sur YouTube également, en collaboration avec mon directeur général adjoint, notre greffier, Maître Gignac et Mme Vallière. Voyez-vous, on dit la popularité de nos réseaux sociaux, de notre site Internet. Bien, les gens, c'est un réflexe de plus en plus d'y aller. On a eu près de 24 000 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet et ça uniquement au mois de mai dernier.
en plus de toutes les infolettres hebdomadaires et les abonnements à nos différents services. Donc, on voit que les gens se sont vraiment mis à la page et vont chercher l'information à l'endroit où l'information est diffusée rapidement et facilement. Au niveau du service d'administration, bien évidemment, vous avez vu tout à l'heure avec le dépôt des états financiers, bien, beaucoup de travail de finalisation, d'analyse du rapport financier 2019 préparé par la firme Bédard-Guilbeault. Donc, Mme Alain et son équipe ont travaillé beaucoup là-dessus. Parallèlement, il y a eu la réception d'une mise à jour importante du rôle d'évaluation de la MRC de Portneuf qu'on a reçu. Donc, ça a été de travailler pour mettre en plan cette mise à jour du rôle d'évaluation de la MRC. Il y a eu le deuxième versement de taxes quand même. Évidemment, on a plusieurs retards de paiement. Malgré tout, jusqu'à maintenant, la décision du conseil municipal étant d'annuler le taux d'intérêt jusqu'au 2 juillet. Donc, c'est toujours en vigueur au moment où on se parle. Donc, il y a quand même une réalité où il y a bon nombre de citoyens qui ont fait le versement de leurs taxes. Donc, c'était au début du mois de mai. L'élaboration par notre service d'administration, donc Mme Alain, une politique de réclamation qui s'en vient. Là, la politique de réclamation est maintenant entre les mains de notre assureur là, qui vérifie, voir si toutes les modalités à l'intérieur respectent bien leurs modalités à eux comme assureurs et éventuellement, le conseil municipal aura une proposition de politique de réclamation à adopter. Donc, et la planification des vacances d'été du personnel au niveau de l'administration, donc pour s'assurer que le service, évidemment, comme à chaque année, donc comme tous les services aussi, là, donc le mois de mai a servi de planification pour tout ça. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 180 permis de tout genre depuis le 1er janvier 2020, incluant 18 nouvelles constructions. Donc, c'est une valeur sur les permis de 7 780 800 $. Je vous dirais que si on compare aux autres années, on a le même rythme de demande de permis malgré la pandémie. Donc, et avec le fait que beaucoup de gens, justement, collaborent bien, appellent de façon préventive avant de faire leurs travaux. Évidemment, c'est la recette à suivre. Donc, appellent, s'informent sur Internet, vont remplir les formulaires en ligne et ça va très, très bien. Donc, avec nos inspecteurs, avec notre département de l'urbanisme. Donc, il n'y a pas eu de ralentissement à ce niveau-là au niveau de nos demandes de permis. Il y a eu une rencontre du CCU le 28 mai dernier. D'ailleurs, plus tard, plusieurs projets de résolution des demandes de dérogation des PIA sont à l'ordre du jour de ce soir. C'est en lien avec cette rencontre du CCU du 28 mai dernier. Le début du travail pour nos préventionnistes, j'en ai parlé tout à l'heure, donc nos préventionnistes qui sont chapeautés par notre directeur de l'urbanisme et du développement économique. On a un contrat au niveau de notre contrôle animalier qui se termine au mois d'août prochain. Donc, on commence à analyser, à regarder un peu ce qui se fait ailleurs, faire des comparaisons justement en lien avec notre contrat actuel qui se termine après 3 ans. Donc, éventuellement, là, il y aura le dépôt de recommandations qui seront émises. Évidemment, notre service de l'urbanisme et du développement économique ont travaillé sur des projets au niveau résidentiel, commercial, industriel. Bon, on pense le développement résidentiel, mais de nouveaux commerces quand même qui ont retardé leur ouverture, donc qui étaient annoncés, mais qui ont retardé leur ouverture. Donc, encore un suivi, que ce soit la phase 4 du Château Bellevue, là aussi, retard dans le processus en lien avec ce qu'on connaît. Le projet hôtelier, projet de promenade fleuve, le prolongement du sentier entre les rues Mathieu et le parc des Berges qui va vraiment bon train. Là, normalement, d'ici 2 semaines, tout devrait être terminé de ce côté-là. Des acquisitions de terrain, des travaux sur la rue Saint-Anne, la rue Lamotte, le règlement sur les branchements d'égouts et la gestion des eaux pluviales. Donc, tous des points importants qui ont été traités par notre département de l'urbanisme et suivis sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions, de nuisances entre voisinage. Donc, des choses qui ont eu lieu en mai dernier. Au niveau du département des travaux publics, évidemment, le mois de mai, habituellement, était un des mois les plus importants de l'année en termes de travaux. C'est la fin d'une période hivernale, le début d'un autre. Donc, là, il y a eu un retour progressif de la main-d'œuvre, évidemment, avec les rappels au travail qui se faisaient de façon progressive. Donc, depuis le 19 mai, donc l'ensemble de l'équipe préposée, nos opérateurs permanents,
opérateurs temporaires sont tous en place depuis le 19 mai. Donc, on a également, avec l'hiver 2020, toutes les précipitations neigeuses qui étaient sous la normale de saison. Ça nous a permis de minimiser les bris chez les citoyens. Donc, ça a réduit le temps à investir par des opérations de réparation. Donc, mais avec la main-d'œuvre qui était disponible, on a réussi à compléter justement les travaux dans le parc de Nakona. On en a quand même profité pour faire des travaux. On devait faire la correction de travaux de drainage, la mise en place d'une entrée d'eau pour la patinoire. On a pu faire la réparation des arrières, gazons et plantations chez plusieurs citoyens. Et évidemment, la température qui a été assez exceptionnelle en mai avec pas beaucoup de pluie. Donc, il y a quand même certains avantages. Ça nous a permis quand même d'avancer rapidement dans le lignage de rues à l'intérieur de la ville. Il n'y a pas eu de bris d'aqueduc non plus en mai qui sont survenus et peu d'urgences sont survenues dans le mois de mai au niveau mécanique. Donc, notre mécanicien a pu se concentrer sur le travail qui est planifié et il a fait vraiment du beau travail, entre autres avec une camionnette des loisirs, avec une camionnette également du service de l'hygiène du milieu. Ça nous a fait économiser plusieurs milliers de dollars là, qu'on n'a pas eu à aller justement déplacer ces sommes-là vers des concessionnaires ou des garages. Là. Donc, on a pu le faire à l'interne et ça a permis de sauver quand même plusieurs milliers de dollars à la ville de Donnacona. Au niveau du service de l'hygiène, du milieu des services techniques, mais évidemment, c'est notre directeur, M. Paré, suit de façon très près chacun des travaux, assiste à toutes les réunions de chantier, que ce soit pour le centre aquatique, la réfection des rues Sainte-Anne et Lamotte, le poste de purge, les sentiers entre la rue Mathieu et le Parc des Berges, le centre communautaire pour adolescents, projet 2021, mais il y a déjà du travail qui est fait, beaucoup de travail en amont. Donc, tout ça, en plus de suivre tous les projets de mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire, l'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable, l'intercepteur sur la rue Sainte-Anne, l'augmentation du poste de pompage principal, l'augmentation de nos étangs aérés, des gros projets qui s'en viennent. Donc, il y a un suivi très, très serré de M. Paré sur ces travaux-là. La réfection du canal d'alimentation des trains à l'usine de filtration, les travaux de pavage du stationnement de l'usine de filtration, donc pavage qui devrait se faire à partir de cette semaine pour la phase 1. Notre équipe des travaux publics là, a fait du travail de préparation de la surface la semaine dernière et le sous-traitant en pavage là, devrait passer cette semaine. Le projet d'éclairage à la station de pompage Jacques-Cartier est également terminé. Donc, voyez-vous, là, c'est quand même près de 109 000 mètres cubes d'eau qui ont été traités en mai. Cette moyenne-là est vraiment plus élevée qu'habituellement. Le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau en est un grand facteur à tenir compte. Donc, il a quand même tombé uniquement 41 mm de pluie pendant tout le mois de mai. Donc, il y a eu une grande consommation d'eau à ce niveau-là. Évidemment, c'est une période aussi remplissage des piscines pour plusieurs. En mai, il y a eu quand même des journées quand même assez chaudes il y a une dizaine de jours. Donc, plusieurs citoyens en ont profité. Donc, c'est ce qui explique, entre autres, en partie, l'augmentation de la moyenne de consommation d'eau. Finalement, au niveau de notre service de sécurité incendie, je termine avec ça. Il y a eu 2 réunions d'officiers qui ont eu lieu en mai, par vidéoconférence, évidemment. Les pratiques n'étaient pas encore autorisées. Ils le sont maintenant. Notre directeur des services, M. Amiot, a préparé un plan, justement, d'exercice afin de respecter les mesures en place. Et il y a eu quand même 10 sorties, 10 interventions. En fait, c'est 10 sorties qui ont été nécessaires en mai, 4 pour des fausses alarmes. On a eu un feu de cheminée sur la rue Sainte-Anne à maîtriser, un feu de véhicule sur la rue de l'Église, un feu de moteur sur la route 138, un feu de débris sur les terrains appartenant à American Iron and Metal, AIM, vers la fin mai, et également là, un danger électrique là, sur l'avenue Jacques-Cartier. Donc là-dessus, il y a eu 5 interventions et il y a eu une sortie de notre équipe de désincarcération. M. le maire en faisait référence un peu tout à l'heure. Donc, c'est le 26 mai dernier là, pour un accident de véhicule sur le rang Saint-François à Cap-Santé. Donc, notre équipe de désincarcération a dû se déplacer pour y aller. Donc,
En terminant pour notre service de sécurité incendie, bien évidemment, on a plusieurs pompiers qui sont en formation actuellement pour devenir éventuellement officiers. Donc, il y a eu un ralentissement des formations et qui sont repris un peu par vidéoconférence actuellement. Mais ça ne nous a pas empêché quand même de continuer à faire nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Voyez-vous, on a quand même des statistiques intéressantes là, sur l'ensemble des interventions depuis le début du mois de janvier. On parle de 35 des interventions qui sont pratiquement pour des fausses alarmes. Donc, c'est un chiffre à ne pas négliger. Et on a 21 interventions qui sont pour des débuts d'incendie. Il n'y a pas eu d'incendie majeur, tant mieux. Mais c'est quand même plusieurs sorties qui ont eu lieu depuis le début de l'année avec nos différentes équipes. Donc, je vous dirais que ça fait le tour de l'ensemble, un bon résumé de l'ensemble de nos services municipaux pour le mois de mai dernier. Merci, M. le directeur général. Alors, on va passer à M. Paquin. Merci, M. le maire. D'abord, merci, M. Germain, pour toutes ces informations aussi détaillées et complètes. Donc, ça fait le tour vraiment. En ce qui me concerne, j'ai assisté à la réunion du 21 mai dernier du conseil d'administration de la Régie de gestion de matières résiduelles de Portneuf. Donc, on a abordé plusieurs sujets. En premier lieu, les comptes fournisseurs, là, il n'y avait aucune question qui a été posée pour les nombreuses dépenses qui ont été effectuées par la Régie. Évidemment, on a dans cette liste-là tout le détail des dépenses en tant que telles. Il y a aussi les comptes clients qu'on a regardés. Donc, tous les montants de 90 jours ont été recouverts. Donc, ça, il y a une gestion très serrée de ce côté-là. En ce qui concerne le rapport budgétaire, bien, il n'y avait rien de particulier à signaler. Tout est sous contrôle. Il y a même de légers suppléments quant à certains postes de revenus. Donc, ça, c'est tant mieux. Pour ce qui est des ICI, en fait, les institutions, les commerces et les industries, on est allé en appel d'offres pour des conteneurs. On avait le choix de louer ou d'acheter. Donc, on a décidé de louer pour une période de 5 ans pour des conteneurs, 1248 conteneurs. C'est 25 plus de bacs que l'année passée. Il faut croire qu'il y a une demande importante de ce côté-là. Il y a plus de commerce, etc. En tout cas, c'était vrai avant la pandémie. Donc, ça représente un montant de 953 848 $, alors que si on avait été en achat, ça aurait été 2 767 296 $, comme ce sont des conteneurs qui ont une espérance de vie quand même beaucoup moindre que ce que les bacs de plastique qu'on peut avoir derrière nos résidences. On a préféré louer. Ensuite, évidemment, on est allé du côté, on avait demandé à la Régie, aux administrateurs, de faire une analyse concernant les appels d'offres pour les contrats de collecte de matières résiduelles, de récupération et d'organique, de matières organiques, parce qu'on vient à échéance, nos contrats viennent à échéance dans moins de 6 mois. Donc, il fallait prendre une décision. Il y avait un seul soumissionnaire suite à notre appel d'offres. J'aimerais juste faire un bref rappel de ce côté-là pour vous, après ça, pouvoir vous expliquer quelle a été notre décision. Donc, un seul soumissionnaire, il soumettait deux options, une de 5 ans, une de 7 ans, et les augmentations de coûts étaient fortement élevées, compte tenu qu'ils savaient qu'ils seraient probablement seuls à soumissionner, vu le retrait d'Environnement Godreau qui se sont retirés de ce marché-là. Donc, évidemment, nous, on avait demandé à la Régie de regarder s'il y aurait possibilité qu'on fasse ça nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'ils ont fait les démarches. Ils ont été... en fait, ils nous ont présenté certains résultats qui sont surprenants, à l'effet que oui, ça vaudrait la peine de le faire nous-mêmes, sauf que pour s'organiser, il ne reste pas suffisamment de temps. Donc, 6 mois, c'est trop court pour pouvoir organiser une collecte selon les 3 types de collectes que l'on fait, que l'on effectue. Donc, la stratégie retenue, c'était de retourner en appel d'offres pour, en ce qui concerne la collecte des matières résiduelles, de même que la collecte de la récupération et du recyclage, c'est-à-dire, et d'aller en appel d'offres pour une période de 1 an
de telle sorte qu'on puisse s'organiser dans la prochaine année pour faire ça nous-mêmes. Pour ce qui est des matières organiques, on a décidé finalement de le faire nous-mêmes, compte tenu qu'à partir de décembre, c'est une collecte qui est mensuelle et que c'est une collecte qui est beaucoup moins importante que les deux autres. Bien, on va se faire les dents là-dessus pour commencer. Donc, on va aller en appel d'offres pour l'achat de camions. Et ça pourrait être, entre autres, 3 ou 4 camions qui vont être achetés pour faire cette collecte-là des matières organiques. Et finalement, ça devrait commencer à partir de décembre. Puis, on va en savoir plus lors de la prochaine réunion. En ce qui concerne les écocentres, donc, celui de Neuville, évidemment, il y avait une restriction. Là, il fallait se présenter les adresses paires et impaires à des journées différentes. Et ça a été levé parce que, finalement, tout se déroulait très bien au niveau de l'achalandage. Il n'y avait pas de... c'était bien contrôlé, là. Donc, ils ont décidé de revenir sans désigner des adresses paires ou impaires pour accueillir la clientèle. Donc, de ce côté-là, ça va bien. Donc, ça fait le tour de notre réunion là, qui s'est tenue en vidéoconférence le 21 mai. La prochaine sera le 3e jeudi du mois de juin. Donc, la semaine prochaine ou l'autre, je pense. Donc, c'est tout. Merci, M. Paquin. Alors, M. Pagé, oui, M. le directeur général. En fait, je vois uniquement dans la... Peut-être, Mme Blais, vous aviez peut-être une question pour M. Paquin. Là, je vois dans la conversation, mais pour que les gens nous écoutent, si vous voulez peut-être mentionner votre question pour M. Paquin. Oui, bien sûr. Alors, M. Paquin, dans les dernières semaines, vous aviez mentionné qu'il y avait un contrat qui allait être donné ou qui avait été donné à Récupération Frontenac pour la collecte de des matières recyclables. Ce n'est pas pour la collecte, c'est pour le traitement des le matières traitement, organiques. OK. Organique. Merci. Oui. Et puis la récupération, c'est pour la récupération, en fait. Ce n'est pas les matières organiques, excusez-moi. Les matières organiques, c'est à Lévis. La récupération, le traitement de ces matières-là, ça va se faire à Frontenac, dans la MRC. À Thetford Mines. Donc, c'est ça. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller collecter les matières recyclables. Bien, nous, il faut les envoyer. Il faut les envoyer. La régie va les transmettre va les transporter là-bas. Okay. Et là-bas, ben, c'est le traitement qu'ils font. Puis après ça, ben, c'est la revalorisation de ces matières-là qui vont être faites par eux autres. Et on va avoir un suivi. On va savoir exactement où s'en vont nos matières récupérables, nos matières recyclées, à quel endroit ça s'en va, puis comment c'est géré tout ça. Mais ce n'est pas le cas de la collecte. Là, les contrats qui nous concernent, c'est vraiment pour la collecte de ces matières-là auprès de chacun des citoyens, des contribuables, donc auprès de chacune des résidences, de même que des commerces, de l'ensemble de la MRC, ou du moins du territoire de la régie, parce que c'est plus que la MRC, c'est 24 municipalités. Et ça, c'est ces contrats-là. Puis avant, bien, ça se partageait entre Matrec et Environnement Godreau. Environnement Godreau s'est retiré de cette tâche-là. Et donc, Matrec était seul. Et évidemment, ils le savent. Donc, ils en ont profité pour, évidemment, augmenter le marge de bénéficiaires. Puis là, bien, évidemment, c'est des coûts très, très importants. Je vous indiquais justement que pour une période de 7 ans, ça représentait pour la régie de la MRC de Portneuf un montant de près de 40 millions. Donc, à 40 millions, là, on peut faire ça nous-mêmes là, sans trop craindre de faire des économies substantielles. Donc, c'est ce que l'administration de la régie a effectué comme analyse et ils sont arrivés avec cette conclusion-là également. Sauf que c'est trop court le délai que l'on a, 6 mois, donc on va se préparer graduellement. Puis on va commencer par les matières organiques. Donc, c'est Matrec qui va s'en occuper jusqu'à ce que la régie soit prête à... Bien, pas nécessairement, parce que là, on retourne en appel d'offres. Puis s'il y avait un nouveau joueur qui se présentait... c'est dans l'espoir d'avoir un autre joueur. OK. Bien, avoir un autre joueur, ou du moins avoir Matrec pour encore un an. OK. Puis, une dernière question. Est-ce que vous savez, dans la MRC, il y a combien de points d'arrêt, il y a combien de résidences, de commerces dans lesquels la collecte se fait? Est-ce que vous savez? On a plus de 50 000 endroits qui sont collectés. Okay. C'est bon. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, M. Pagé, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Mardi, le 12 mai, j'ai assisté à un conseil d'administration du CINAF, le Parc des Berges. Comme vous avez pu constater, le sentier reliant la rue Mathieu au Parc des Berges a commencé depuis le 20 mai, je pense. Il va se terminer dans la semaine du 20 juin. Fait que ça va faire une genre de piste cyclable aussi, puis une piste piétonnière pour se rendre au Parc des Berges. Ça fait longtemps qu'on en parlait, mais là, on l'a. Fait qu'après ça, la passerelle du long, on a décidé la passerelle du sentier millénaire, la passerelle du long de la rivière Jacques-Cartier, qui était plus utilisable parce qu'elle était dangereuse. On a commencé à la démanteler un petit peu l'année passée. Là, on va finir cette année. Puis on va essayer de se trouver une solution, faire une passerelle. Ça part de la passerelle, mais c'est un sentier sur le bord. Ça va être moins dangereux que la passerelle parce que le gouvernement exigeait de ne pas la démancher puis pas en refaire. Puis avec la pandémie, ben, c'est certain qu'on a ça occasionne des problèmes partout, là. Fait que tous les jeudis musicaux sont cancellés. La location de chalet est cancellée. On commençait à remettre des réservations que le monde avait faites entre avril, mai, une partie de mars, mai, puis avril. Ça a été remboursé. Le mois de juin, on va rembourser le mois de juin aussi. Après ça, le mois de juillet, il y a des réservations de fête. Dans le mois d'août, ben là, on attend. C'est du cas par cas. On attend que on soit rendu assez près. Ben, un coup que le gouvernement décide de déconfiner, fait que ça ferait notre bonheur. Vu que le gouvernement avait décidé qu'il y avait une consigne de plus de feu à ciel ouvert, fait que l'aire de feu qu'on avait sur le bord de la rivière, il y avait des feux quand même, mais c'était plus dur à surveiller. Fait qu'on a décidé d'éliminer l'aire de feu complètement. C'était supposé se faire en 2021, mais on l'a devancé d'1 an, vu que le gouvernement avait dit pas de feu pour le mois de mai, là, mais l'interdiction avait interdiction de feu à ciel ouvert. Fait que là, on a décidé d'éliminer l'aire de feu qu'il y avait sur le bord de la rivière, mais on va mettre des tables, puis on va redonner accès à la rivière aux petites familles avec des enfants, puis tout le kit, là. Fait que ça va être plus accueillant. Puis on a on avait un poste de vacant avec M. Morel qui était parti, qui avait laissé, parce qu'après plusieurs années de bénévolat au sein du conseil d'administration, là, il y a une nouvelle madame qui est arrivée, Mme Chanterelle-Major Morancy. Elle travaille en horticultrice, puis elle travaille pour un paysagiste, là, je pense. Fait que c'est un bon atout qu'on a pour le Parc des Berges. Puis, étant donné, vu que tout est cancellé un peu partout, on ne peut pas louer de chalet, on ne peut pas. Ça fait qu'on a décidé, on va donner l'ouvrage à M. Drolette. On va le faire peinturer. Il va peinturer l'intérieur et l'extérieur du kiosque, du pavillon, M. Arthur Polusseau. Il va rafraîchir le pavillon. Il va avoir le temps, parce que là, il n'y a pas de monde qui peut rentrer là, il n'y a rien. Ça fait qu'il va avoir le temps de. Puis il y a plein de petits projets dans le parc aussi, améliorer les sentiers, tout. Fait que c'est ça qui est ma rencontre. C'est tout. Merci. Merci, M. Pagé. Oui, le sentier, quand vous parlez qu'il va être complété en juin, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour nos citoyens qui vont vouloir aller au Parc des Berges au lieu de passer par la 138. Ils vont avoir un sentier 100% sécuritaire en bordure. C'est une très bonne acquisition qu'on a fait présentement. Madame Lambert, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai eu le 11 mai conseil d'administration des Jardins Lambert. Comme je l'avais stipulé là, à la dernière assemblée publique, il y a eu des tests de radon qui ont été effectués sur tous les bâtiments, les logements sociaux. Et donc, pour ceux de Donnacona, ça a été négatif. Donc, on n'a aucun radon dans nos bâtiments. Ensuite, il y a eu un problème de toiture lorsqu'il y avait de forts vents. Et ça a été réparé. Donc, ça nous a été confirmé que la toiture est encore bonne, du moins pour 4-5 ans. On est en bonne situation financière, naturellement. Il a été prévu aussi de changer 12 chauffe-eau sur les 24. Donc, parce qu'il avait été installé en 2006 et 2007. Donc, c'était dû. Et il y aura une prochaine réunion le 15 juin.
Et pour ce qui est de l'Assemblée générale annuelle de juin, elle a été remise là, à cause de la COVID. Ensuite, pour l'OMHGP, on n'a pas eu de réunion. Cependant, on a reçu la lettre de démission du président, M. Claude Faneuf. M. Faneuf a vendu sa maison, donc va retourner habiter à Montréal près de ses enfants. Et donc, étant donné que je suis vice-présidente, c'est moi qui vais assurer l'intérim jusqu'à ce qu'on puisse élire une nouvelle personne là, à la présidence. Et la prochaine réunion sera le 17 juin. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Lambert. Pour la connaissance de les citoyens du radon, voulez-vous expliquer c'est quoi? Dans le fond, c'est un matériau qui était utilisé, qui était dans les murs, dans les planchers, qui était installé anciennement là, sur certains bâtiments. Et maintenant, on ne peut plus utiliser ça. Donc, il fallait quand même s'assurer que c'est quand même nocif pour la santé. Il fallait s'assurer qu'il n'y en ait pas dans nos bâtiments. Et c'est ce qui a été fait. OK. C'est un peu le même principe que l'amiante, autrement dit. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Bienvenue. Alors, M. Bellemare, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Moi, le 12 mai, j'ai pu assister à ma première rencontre de la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Portneuf. En fait, l'accessibilité universelle, ce n'est pas simplement pour les personnes à mobilité réduite, mais c'est aussi pour les familles, exemple, qui arrivent avec une poussette. C'est important aussi que tout soit accessible pour eux également. On va publiciser dans les prochains mois, je dirais, un programme d'AMRC de Portneuf qui aide les commerces à investir de l'argent pour rendre leur lieu plus accessible. Il va y avoir un plan d'action de la table qui va être conçu d'ici la fin de l'année 2021, je dirais. C'est pas mal ça, je dirais, les points principaux. On veut essayer aussi d'avoir une meilleure collaboration avec l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf pour que les nouveaux bâtiments, autant municipaux que les nouveaux commerces qui s'installent, aient une meilleure accessibilité. Tout ça avec les départements d'urbanisme de chacune des villes. Je dirais que pour nous, à Donnacona, on a une très belle collaboration. Là, la PHP, l'Association des personnes handicapées de Portneuf, s'était impliquée là, avec la ville pour la construction du centre aquatique. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'on fait un très bon travail, mais il y a quand même du progrès à faire pour certaines municipalités. Puis nous également, il va toujours falloir penser à faire affaire avec eux dans les prochaines constructions, puis avoir ce réflexe-là pour l'ensemble de nos citoyens. C'est mon mois de mai. Merci, M. Bellemare. Alors, Mme Blais, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors, puisque toutes les activités culturelles ont été annulées depuis le mois de mars et jusqu'à la fin du mois d'août pour le moment, bien, mon mois de mai a été très tranquille au sujet de la culture. Cependant, comme à tous les mois, j'ai participé au comité consultatif en urbanisme dont on verra tout à l'heure les conclusions. Et je peux vous dire que franchement, là, j'étais un petit peu tannée qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la culture. Je suis occupée presque à tous les soirs et là, c'est mort. Je suis une hyperactive. Je suis vraiment tannée. Ah. Merci, Mme Blais. Ça me fait plaisir. Alors, on va passer au point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2020. Vous avez toutes pris connaissance de la liste des comptes à payer. Alors, est-ce que j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Mme Lambert. Fait. 5.2. Achat du système de sonorisation complet pour la fontaine de la Fondation Lambert, affectation du surplus non autrement affecté de la ville. Alors, il y a eu une entente en 2014 entre la ville de Donnacona et la Fondation Lambert entourant la cession de la fontaine située dans le parc de Donnacona. La ville doit procéder au remplacement du système de sonorisation complet de la fontaine en vertu de cette entente puisque le précédent système ne fonctionne plus. Alors, la résolution de ce soir est d'autoriser une dépense de 5 000 incluant les taxes nettes pour l'achat et l'installation du système de sonorisation complet pour la fontaine de la Fondation Lambert et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté.
J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non? Si. Alors, 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. La Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration du ministère du Transport du Québec, le MTQ. La résolution est de présenter une aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration pour les travaux de réfection de la rue du Couvent. Et la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Et de mandater M. Sylvain Germain, directeur général de la Ville de Donnacona, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Alors, un proposeur. Je propose. Madame Blais. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, on va passer au point 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 11 et 25 mai 2020. Maître Gignac, s'il vous plaît. Donc, c'est simplement l'approbation par le Conseil des procès-verbaux des 2 dernières séances du Conseil, dont celle du mois de mai, donc le 11 et 25 mai, dont vous aviez les documents en copie. Alors, un proposeur. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V585, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public. Maître Gignac. Donc, c'est lors de la dernière séance, donc le Conseil avait présenté l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, c'est un règlement d'emprunt, le règlement V585, qui prévoit la modernisation du réseau d'éclairage public, donc plus particulièrement le remplacement de 738 lampadaires. Donc, la dépense, 375 000 l'emprunt de 375 000 aussi sur 25 ans. Et l'emprunt est remboursé au moyen d'une affectation annuelle des revenus généraux. Donc, on est à l'étape de l'adoption. Donc, particularité que vous voyez dans la résolution, c'est compte tenu de la situation actuelle. Donc, on ne peut pas, c'est un règlement qui est normalement soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, normalement, on tiendrait un registre sur une journée. Malheureusement, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Donc, ce que prévoit le dernier arrêté ministériel dans cette matière-là, donc le 2020-033 du 7 mai 2020, donc c'est en fait un registre échelonné sur 15 jours là, en recevant des demandes écrites. Donc, mais pour ce faire, comme en principe, l'arrêté prévoit que les procédures sont suspendues, le Conseil doit confirmer qu'il souhaite poursuivre les démarches pour l'adoption et l'entrée en vigueur. Donc, c'est ce que prévoit le règlement, la résolution. Donc, les démarches pour entrer en vigueur du règlement puissent se poursuivre et que la consultation et en fait le registre écrit puisse se dérouler. Là. Donc, voilà. Merci. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? C'est combien le nombre de lampadaires, M. Gignac? 500? 738. 738. Ils ne font pas toute une journée, en fait. Et peut-être juste pour ajouter, justement, Oui. il va y avoir une planification à l'automne avec la compagnie Énergère là, qui sont mandatés là, et celui qui sera retenu par Énergère pour faire les travaux. Mais il y aura une séquence, là, donc avec, exemple, partir de l'ouest, s'en aller vers l'est là, pour l'ensemble de. Donc, il va y avoir une séquence de travaux qu'on pourra aviser les citoyens d'avance là, donc de la séquence en tant que telle. Là. Merci.
Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi d'un contrat de service professionnel pour l'étude géotechnique, écologique et la caractérisation environnementale, phase 1 et 2, dans le cadre de travaux de remplacement de l'intercepteur Sainte-Anne et l'augmentation de la capacité du poids de pompage principal. Monsieur le directeur général. Oui, donc évidemment, en lien avec le projet que vous venez de présenter, on devait faire effectuer une étude dans le cadre des travaux de remplacement de l'intercepteur puis de l'augmentation de la capacité de la station de pompage. Il y a eu une invitation et des propositions qui ont été reçues pour la réalisation du mandat. En vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de ce type de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel pour l'étude géotechnique écologique et la caractérisation environnementale de phase 1 et 2 à l'entreprise LEQ Limitée pour la somme de 33 245 et 2, incluant les taxes applicables. Donc, les conditions du mandat sont celles qui étaient prévues dans l'appel de proposition préparé par la Ville et la proposition déposée par LEQ Limité. Le but de la résolution est évidemment d'autoriser la dépense de 33 245 et 2 à même le budget des immobilisations. Comme les membres du Conseil avaient pu le voir également dans les documents qui étaient annexés par notre directeur des services techniques. Donc, il y a eu des prix qui ont été demandés à 6 fournisseurs. Donc, le plus bas conforme étant LEQ Limité pour le montant de 33 245 et 2, incluant les taxes. Merci, M. le DG. Alors, un proposant? Je propose. Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. C'est le 2 sous qui était vraiment important là-dedans. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Il y avait quand même une petite écart. Oui, il y a plus d'écart. C'est ça. Oui. Le et 2. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier de le mentionner. Non. Alors, on va passer au point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande de dérogation mineure DM 20002 pour la 435 ou 138. Demande de permis numéro 2020-0059. La demande de dérogation mineure DM 20002 a pour but de rendre conforme la présence de 3 compteurs en cour arrière du bâtiment principal alors que deux bénéficient d'un endroit acquis et qui ne sont pas autorisés dans cette zone. La superficie occupée par ceux-ci, qui représente 40 de celle du bâtiment principal au lieu du maximum de 20 autorisé. La hauteur de 2,90 mètres de l'un d'eux au lieu du maximum prescrit de 2,6. La distance de 0,6 mètres entre le bâtiment principal et le premier au lieu d'être attenant à ce dernier comme le prévoit la réglementation. La distance relevée de 2 mètres entre les deux compteurs au lieu d'être accolés tel qu'exigé. Et le contenu maritime visible des rues voisines alors qu'il devrait être camouflé comme l'exige la réglementation. Alors, la résolution de ce soir est de recevoir la demande de dérogation mineure DM 20002 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10 au 25 juin 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.2, demande de dérogation mineure DM 003 au 1235 rue de Notre-Dame. Demande de permis numéro 2020-0175. La demande de dérogation mineure DM 20003 a pour but d'autoriser l'aménagement d'une entrée charretière en U ou en demi-lune et donc deux allées d'accès sur un terrain d'une largeur de 29,97 mètres au lieu de 3 minimum prescrit pour permettre plus d'une allée et une distance de 8,53 mètres entre les deux allées au lieu du minimum de 10 comme prescrit. Le CCE recommande au Conseil d'approuver la demande et la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure DM 20003 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10
au 25 juin 2020. Un proposeur. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Si. Alors, 8.3, demande dérogation mineure DM 20004 au 461 rue Notre-Dame. Demande numéro de permis 2020-0143. La demande de dérogation mineure DM 20004 vise à autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire qui empiétera de 4,5 mètres de la marge de recul avant minimale exigée de 6 mètres. Le CCU recommande au conseil municipal d'exiger du requérant que la porte de la remise donne dans la cour latérale vers son bâtiment principal et qu'il installe une fenêtre aveugle ou non du côté de la rue pour rendre plus esthétique le mur donnant sur celui-ci, ou que le bâtiment conserve ses ouvertures prévues et qu'il soit réorienté pour s'aligner plutôt avec la ligne arrière et non latérale, dégageant ainsi un peu d'espace vers la rue pour les raisons de sécurité évoquées précédemment. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure DM 004 et de fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10 au 25 juin 2020. Oui, M. Léger. Oui, je me permets peut-être juste de préciser qu'effectivement, vous avez là, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et les raisons que le comité consultatif là, recommande ces ajustements, c'est pour rendre vraiment le projet acceptable, sécuritaire en raison de la grande proximité de la remise avec la rue. Le trottoir et l'éventuelle piste cyclable là, qui est projetée dans les travaux majeurs de réfection qui vont avoir lieu de l'avenue Sainte-Anne et qui sont planifiés à l'été 2021. Là. Donc, c'est en raison de, notamment pour ces raisons-là, que des ajustements sont demandés, dont avec les deux options là, que vous avez citées préalablement, M. le maire. Là. Merci. Un proposeur? Je propose. M. Paquin? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.4. PIA Espaces commerciaux, construction d'une terrasse commerciale pour le bâtiment commercial situé au 270 rue de l'Église, le numéro de permis 2020-0168. La demande vise à effectuer des travaux extérieurs au bâtiment principal situé au 270 rue de l'Église, à Donnacona, soit la construction d'une terrasse commerciale en façade avant et latérale gauche. L'objet de cette présente demande est situé dans la zone C2. Et le comité consultatif de CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Et le CCU suggère également au requérant l'ajout d'un auvent rétractable pour mieux protéger les clients du soleil et de la pluie. La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande, et ce, afin de permettre l'émission du permis numéro 2020-0168 et la réalisation des travaux projetés. J'ai besoin de proposeurs. Je propose. M. Pagé? Peut-être pour M. Léger, oui. Oui, bien, peut-être juste pour les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent. On parle ici du projet qui a été soumis par la microbrasserie La Fosse dans le bâtiment commercial le long de la rue de l'Église. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.5. PIA Vieux-Donnacona, installation d'une enseigne numérique au LED sur la façade gauche du bâtiment principal situé au 270 rue Notre-Dame. Numéro de permis est 2020-0169. L'immeuble est situé dans la zone CB4. L'immeuble fait partie de l'objet de la présente demande, a été répertorié dans la base de données patrimoniale réalisée par les MRC. Les membres du comité consultatif de la Ville jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le secteur du Vieux-Donnacona. Le CCU recommande de positionner plus symétriquement la nouvelle enseigne numérique en s'alignant avec les fenêtres du bâtiment. 2. D'ajouter un cadre de bois en réutilisant celui du tableau d'affichage existant ou semblable.
Et 3, le rendre plus visible, l'affichage pour les piétons, en l'abaissant légèrement. Le CIU recommande au Conseil d'approuver le projet présenté dans la demande conditionnellement à respecter les recommandations émises. La résolution est d'approuver conditionnellement le plan annexé à la demande du permis numéro 2020-0169 en exigeant du requérant l'intégration des recommandations énoncées par le CCU. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Ça, c'est la Maison de la Culture, M. DG, c'est ça? Oui, absolument. Absolument. Okay, merci. Alors, 8.6, payer ensemble historique les écureuils, l'affection complète et l'agrandissement de la galerie avant du bâtiment situé au 950 rue Notre-Dame, numéro de permis 2020-0171. L'immeuble fait partie de la zone RA33. Il est assujetti à la réglementation particulière des PIA. Le CCU juge que le projet présenté n'est pas complètement et entièrement conforme aux objectifs et critères applicables à la réglementation des PIA. Le CCU recommande au Conseil de ne pas approuver le projet présenté dans la demande. Et la résolution de ce soir est de ne pas approuver le projet présenté dans la demande en suggérant au requérant de reformuler une demande modifiée intégrant les recommandations du CCU et de refuser l'émission du permis 2020-0171. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 8.7. PIA Vieux-Donnacona, installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé au 174 avenue Saint-Jacques, numéro de permis 2020-0173. Le bâtiment est situé dans la zone CV4. Les membres du comité consultatif jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et critères applicables pour la réglementation de PIA. Le CCU recommande au requérant d'apporter certaines modifications à son projet d'enseigne à plat pour qu'elle s'intègre mieux à la façade du bâtiment et soit plus visible. 1. Il suggère d'envisager de diminuer sa hauteur et d'augmenter sa longueur pour améliorer son intégration au-dessus des fenêtres et de la porte principale, ou d'installer perpendiculairement l'enseigne proposée sur une potence à même la façade afin de le rendre le tout plus harmonieux et conforme aux objectifs du PIA du secteur. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande du permis numéro 2020-073 en exigeant du requérant le respect des recommandations émises par le CCI. Je propose. Madame Blais, merci. Peut-être en complément d'information, M. le maire, pour les, encore une fois, pour les gens qui nous regardent, c'est le bâtiment qui maintenant abrite l'organisme communautaire, le Halo, le long de la rue Jacques-Cartier. Et de ce que j'ai pu avoir comme information du directeur de l'urbanisme et du développement économique, déjà, bon, l'organisme et sa nouvelle directrice générale, ils ont bien entendu, justement, c'est les demandes qui sont exigées et ils vont collaborer là, pour, même d'ailleurs, que je pense qu'il y a déjà eu un nouveau projet là, qui est en élaboration déjà. Là, donc, une belle collaboration de leur part là, pour justement rendre conforme leur projet. Là. Merci. Alors, s'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 8.8. Ensemble historique, les écureuils, agrandissement de la galerie arrière du bâtiment patrimonial situé au 985 rue Notre-Dame. Demande de permis numéro 2020-0174. La demande vise à effectuer des travaux des rénovations extérieures au bâtiment principal situé au 985 rue Notre-Dame et l'agrandissement de la galerie arrière du bâtiment patrimonial. L'immeuble est situé dans la zone M4.
L'immeuble fait aussi l'objet de la présence de demandes à été répertoriées dans la base des données patrimoniales réalisée par la MRC de Portneuf. Le CCU recommande au Conseil de ne pas approuver le projet présenté dans la demande et de refuser l'émission du permis 2020-0174 en suggérant au mandaté, au requérant de mandater la SARP, le service d'aide au Conseil de rénovation patrimoniale, afin d'obtenir des plans et des conseils appropriés pour les travaux qu'ils souhaitent faire sur ce bâtiment. La résolution de ce soir est de refuser le projet présenté dans la demande de permis numéro 2020-01-74. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Paquin. Je voudrais ajouter que la personne qui fait affaire avec le SARP, il y a une aide financière là, qui va être octroyée par la Ville. Le CCU réfère la personne au SARP, mais la Ville va quand même le débourser pour ça parce que c'est d'une importance capitale pour la restauration de cet édifice-là, qui est un des plus vieux édifices de la Ville. On parle de quel, Mme Blais? Ça, c'est le presbytère Oscuron, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Absolument. Oui, absolument. Là, c'est plus... ça commence à être plus touché. Oui, c'est délicat. Là. C'est délicat, oui. Merci. Et en effet, dans la résolution, il y a une mention justement qui dit, justement ce que Mme Blais vient de mentionner, là, que les services de la SARP vont être, dont les coûts vont être assumés par la Ville selon les critères qui vont être que la Ville va fixer comme l'énonce le procès-verbal là, du comité consultatif là, de la rencontre du 28 mai dernier. Là. Merci. Est-ce qu'il y en avait qui étaient contre? Non. Parfait, on continue. Alors, 8.9. Un long dossier. PIA Vieux-Donnacona, rénovation complète des galeries avant du bâtiment situé au 306-308 rue Notre-Dame. Numéro de permis 2020-058. Il y a une première demande qui a été déposée en juin 2019. Une deuxième demande en août 2019. Une troisième demande en avril dernier et puis une autre demande récemment. Alors, la bâtisse est située dans la zone CV5. Le comité consultatif, le comité consultatif, oui, juge que le projet présenté et certaines options offertes sont conformes aux objectifs et critères applicables dans la réglementation des PIA dans le secteur du Vieux-Donnacona. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande, soit en exigeant au requérant, qu'il utilise partout le même modèle de garde-corps en acier ou en aluminium pour la galerie et l'escalier avant, avec les barreaux en losange, dont le format et le style devront répliquer l'identique de ceux existants. 2, de remplacer les colonnes par celles en marbre composite peintes en blanc. Et 3, que les escaliers soient restaurés, entretenus, et le tout dans le but de respecter les exigences de restaurer ou de rénover l'identité de la composante touchée. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté à la demande de permis numéro 2020-052 en exigeant du requérant qu'il respecte les recommandations énoncées par le CCU afin de permettre l'émission du permis et la réalisation, finalement, des travaux. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Pagé. Avez-vous quelque chose à rajouter, Mme Blais? Non, pas du tout. Merci. Ça va être magnifique. Finalement, on va réussir. Ça va être de toute beauté. Oui. Dans le respect de l'architecture. Oui, c'est une belle bâtisse également. Oui. 8.10, programme d'aide financière à la rénovation des façades. Confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation de la bâtisse 306-308 Notre-Dame. Alors, le règlement V552 décrétant un programme d'aide financière à la rénovation des façades. Le CCU recommande au Conseil d'approuver cette demande. Et la résolution de ce soir est d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 306-308 Notre-Dame, prévu dans la demande de permis numéro 2020-0052
dans le cadre du programme de rénovation des façades et du règlement V552 et d'autoriser le service administratif à verser cette aide financière lorsque les conditions et modalités du programme seront complétées. Un proposeur? Je propose. Madame Lambert? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, point numéro 9. Ressources humaines, les 10 prochains points vont être expliqués par M. le directeur général. Alors, 9.1, embauche d'une coordonnatrice du service de garde du camp de jour, M. le DG. Oui, donc dans toute la mise en place justement de la préparation du camp de jour, du service de garde, il était nécessaire de procéder à l'embauche d'une coordonnatrice du service de garde pour les besoins du camp de jour. On a reçu une recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche suivant la publication de l'offre d'emploi, la tenue d'entrevue. On a eu une résolution qui a été adoptée au mois d'avril dernier, la résolution 2020-04-123, par laquelle le Conseil procédait à l'embauche de Mme Claudia Proulx comme coordonnatrice et monitrice du programme Apprenti Aide-Moniteur, donc le PAAM. Et considérant que Mme Proulx, en tant que coordonnatrice du service de garde, cumulera les deux fonctions, donc la proposition de ce soir est de procéder à l'embauche de Mme Claudia Proulx au poste de coordonnatrice du service de garde du camp de jour. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est de 16,56 $ de l'heure. Merci. Un proposeur? Je propose. M. Bellemare? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non? Alors, 9.2, embauche des employés étudiants pour la période estivale 2020 pour les besoins du camp de jour, M. DG. Oui, donc évidemment, toujours en lien avec la mise en place du camp de jour. Donc, il est nécessaire de procéder à l'embauche d'étudiants pour les besoins de la Ville pour la période estivale 2020. Donc, il y a eu un comité qui a été formé et après la tenue des entrevues et des délibérations pour choisir les candidats, les recommandations qui sont faites, là, écoutez, je vais me permettre de vous les nommer rapidement. On en a quand même plusieurs, là. Donc, vous avez le tableau, là, les membres du conseil ont le tableau des candidats, du poste et de la rémunération. Je vais quand même m'attarder aux candidats et au poste. Donc, vraiment très rapidement, en rafale. Recommandation, Mme Mélissa Pelletier comme éducatrice spécialisée, Mme Judy Bellemare comme moniteur première année, Mme Milly Paquette, moniteur première année, Mme Daphné Tessier, Mme Vicky-Anne Fortin, M. Tommy Giroux-Boivin, Mme Florence Langlois et Mme Lesjeunes, excusez, donc Juliette Paré. Donc, ce sont tous des moniteurs première année. Donc, par la suite, les moniteurs de deuxième année, il y a Annabelle Rousseau, Noémie Delille, Roanne Martin, Jérémy Morin-Fortier, Mathilde Perrault, Mathieu Groslot-Godreau, Frédéric Marois, Catherine Leclerc, Mathis Dumulon, Ariel Sauvageau, Tommy Pelletier, Simon Martel, Anna Hainaut, Laurence Chevalier et Samuel Lanouette. Donc, ça, c'était nos moniteurs troisième année. Les deuxièmes années, là, j'ai oublié de freiner la séquence. Nos moniteurs, nos accompagnateurs, on a Olivier Lortie, Ariane Dusablon, Donovan Gingras, Alexandre Roussel, Sarah Maud Lortie, Lisanne Scalabrini, Amélia Ferland et Marc-Antoine Hébert. Et on a deux moniteurs spécialisés, donc Jérémy Roy et Olivier Binette-Bérubé. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'engager tous ces candidats qui viennent d'être énumérés pour la période estivale 2020 pour les besoins du camp de jour de la Ville. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour chacun des postes. Et vous aviez justement les taux horaires là, pour chacun des postes en fonction de leur expérience, leur année justement d'expérience à travers le camp de jour, leur scolarité. Donc, vous avez le tout qui accompagne l'énumération des candidats. Un proposant? Oui, je vais proposer. Mme Blais? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 9.3, embauche de préventionnistes au service de l'urbanisme.
Oui, donc évidemment, il était nécessaire de procéder à l'embauche de 3 préventionnistes comme prévu au budget au service de l'urbanisme pour la période estivale. On a eu une recommandation du comité de sélection formé dans le cadre du processus suivant la publication de l'offre d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, le but de la résolution est de procéder à l'embauche de Mesdames Sarah Perrault et Mégane Briand et de M. Olivier Germain au poste de préventionniste au service de l'urbanisme à titre d'employé étudiant temporaire. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour le poste et la rémunération est de 18 de l'heure. Merci. Alors, un proposant? Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 9.4. Embauche d'un préposé au service de loisirs, de la culture, de la vie communautaire permanent. Oui, donc comme vous voyez, là, tous les prochains points sont en lien avec les embauches des préposés. On doit les faire vraiment de cette façon-là pour assurer le suivi au niveau de l'ancienneté des embauches. Donc, dans un premier temps, en lien, il fallait procéder justement à l'embauche de préposés au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire pour les besoins du service. Il y a eu un processus d'affichage interne qui a été effectué conformément à la convention collective des employés municipaux de la Ville. On a reçu la recommandation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, la première résolution est d'embaucher M. Charles Alain au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Donc, un proposeur pour M. Charles Alain. Je propose. M. Pagé, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, un permanent également. Oui, donc dans la même série, donc le deuxième préposé permanent ce soir présenté selon la recommandation du comité de sélection et l'embauche de M. René Richard au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Si, alors un proposeur pour M. Richard. Je propose. Mme Lambert, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.5, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, un autre permanent. Oui. Donc, comme dernier poste permanent pour ce soir, donc toujours en lien avec l'affichage, le comité de sélection qui a été fait suite à la publication de l'offre d'emploi et la tenue des entrevues. Donc, ce serait l'embauche de Mme Louise Blais au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. Merci. Alors, un proposeur pour Mme Blais. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.7. Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire temporaire. Oui. Donc, comme premier poste temporaire, donc en lien avec les recommandations du comité de sélection, ce serait de procéder à l'embauche de M. Mathieu Peter Farago au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire en probation, dont les conditions de travail sont celles qui sont prévues également à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. C'est un proposeur, M. Farago. Je propose. Mme Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 9.8, embauche un préposé service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à l'eau temporaire.
Oui, donc le deuxième de la série, c'est la recommandation est de procéder à l'embauche de M. Frédéric Denis au poste de préposé au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la Convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Alors, un proposeur, M. Denis. Je propose. M. Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, point oui. Il va nous en rester un. Vous allez voir, là, la résolution va se prendre en affaires nouvelles tout à l'heure, là, comme vous l'avez mentionné lors de la lecture. L'unique et seule raison, c'est qu'on a eu la réponse du troisième candidat là, en fin de journée aujourd'hui. Donc, on a pu l'insérer en affaires nouvelles. Donc, la résolution va être prise tout à l'heure. OK. 9.9, rejet du grief 2020-01 concernant l'application des plans de contingence et des activités de la Ville mises en place dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Monsieur le directeur général. Oui, donc, considérant le grief 2020-01 qui a été déposé par le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona, CSN, le 14 avril 2020, concernant l'application des plans de contingence des activités de la Ville mis en place dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant la demande du syndicat du 21 mai 2020 de référer le grief 2020-01 au conseil municipal conformément à la convention collective, considérant également l'adoption le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec du décret 177-2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et les décrets subséquents adoptés afin de prolonger cet état d'urgence sanitaire afin de faire face à la pandémie de la COVID-19. Considérant également l'adoption le 24 mars 2020 du décret 223-2020 déclarant la suspension de toute activité effectuée en milieu de travail jugée non prioritaire par le gouvernement du Québec. Considérant les différentes directives émises par la Direction de la santé publique du Québec afin de freiner la propagation de la COVID-19, dont la limitation des contacts et des déplacements ainsi que les mesures de distanciation. Considérant les obligations de la Ville en vertu des lois en tant qu'employeur d'assurer la santé et la sécurité de ses employés. Considérant également que les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec ont nécessité la fermeture de l'ensemble des bâtiments et installations de la Ville ouvertes au public. Considérant que les différentes mesures ont donc entraîné un ralentissement majeur dans les activités de la Ville et causé un manque de travail important dans la majorité de nos services. Considérant également que la pandémie actuelle et les différentes mesures mises en place entraîneront des pertes de revenus pour la Ville ainsi que des dépenses qui sont substantielles. Considérant que la loi sur les cités et villes prévoit que les municipalités doivent avoir un budget équilibré et ne peuvent faire de déficit. Considérant également la résolution numéro 2020-04-131 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 27 avril 2020, par laquelle le conseil ratifiait la mise en place des plans de contingence et mandatait la direction générale pour effectuer les rappels au travail en fonction de la reprise graduelle des activités. Considérant que le conseil municipal juge que les mesures mises en place durant cette période exceptionnelle de pandémie étaient conformes aux directives émises par le gouvernement du Québec et aux obligations de la Ville. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal de la Ville de Donnacona juge que ce grief est non fondé et qu'en conséquence, ce dernier rejette le grief numéro 2020-01. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. M. Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? OK. Point numéro 10, autre sujet, alors 10.1. Près de la Maison de culture Georges Hébert-Germain à l'organisme Collation Santé Portneuf dans le cadre de la distribution de paniers alimentaires. Alors, cet organisme procède déjà à la distribution de paniers alimentaires qui s'est effectuée le 28 avril et le 26 mai dernier. Maintenant, les prochaines se tiendront le 16 juin, le 28 juillet et le 25 août prochain, entre 08h30 et 17h. L'organisme demande de pouvoir utiliser gratuitement la Maison de la Culture et la résolution est d'autoriser l'organisme Collation Santé Portneuf à utiliser gratuitement la Maison de la Culture Georges Hébert-Germain dans le cadre de distribution de paniers alimentaires. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Lambert. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre?
Okay. Alors, deuxième paire de questions, on avait seulement une à répondre, exact, M. Jardin? Effectivement, on n'avait pas d'autres questions que celle de M. Barbeau. Parfait. Alors, si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais revenir tout à l'heure sur la question que vous m'avez posée sur le radon. Oui. Et je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Et j'ai vérifié, j'ai été prise un petit peu au dépourvu. J'ai vérifié mes notes et le radon, dans le fond, ce n'est pas un matériau, c'est un gaz qui sort du sol et qui s'introduit dans les murs ou dans les fissures des maisons ou des bâtiments et qui est aussi nocif que l'amiante. Donc, je voulais juste faire une mise au point. Ce n'est pas un matériau qui est utilisé. C'est vraiment un gaz qui appartient au sol, dans le fond, dans certaines parties, mais ce qui veut dire que nous, à Donnacona, ou du moins dans la partie où nos logements sociaux sont situés, là, la plupart, donc on est exempt de radon dans ce coin-là. Merci de la mise au point, Mme Lambert. Plaisir. Alors, on est rendu au point numéro 12, affaires nouvelles. 12.1, embauche de préposés au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Notre dernier temporaire. Oui, absolument. Donc, en lien avec toute la série de tout à l'heure, donc toujours avec la recommandation du comité de sélection qui a été formé suite à la publication de l'offre d'emploi, la tenue des entrevues. Donc, ce serait le but de la résolution, de procéder à l'embauche de M. Patrick Vallée au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Alors, je redonne le proposeur pour Je notre dernier. propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, point numéro 13, dépôt de document. Dépôt du rapport financier du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019. Les états de correspondance, c'est point numéro... Oui, M. Germain? Oui, bien, peut-être uniquement, là, on a eu la lecture du résumé du sommaire, en fait, par notre auditrice, Mme Denis, en début de séance ce soir. Mais il y a toujours, même si le rapport financier est déjà approuvé, il y a toujours notre directrice des services administratifs et trésorière, Mme Gilles Alain, qui dépose justement, comme prévoit l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, le rapport financier, le rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019, là, comme il se doit. Là. Parfait, merci. Alors, point numéro 14, levée de la séance. Je propose. Mme Blais. À 20h40. 2. 20h42. 20h42. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ceci conclut la séance du Conseil du 8 juin 2020. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.